Séquence, Jacques, tu vas l'ouvrir. On crie souvent au loup quand on parle de renégocier les traités, tu viens de le dire, Sophie l'a dit, ce serait finalement encore pire de ne plus jouer le jeu de l'Union européenne et de l'euro. On nous promet d'ailleurs le sort du martyr grec à chaque fois, on nous menace finalement, mais si on veut bien aborder les choses rationnellement, on peut répondre aux inquiétudes en présentant calmement, tu vas pas t'énerver Jacques, en présentant calmement les tenants, les aboutissants de notre stratégie européenne d'un point de vue économique. Alors, avant de commencer, on va avoir une petite vidéo d'intro qui va inaugurer la séquence 2. Merci. Depuis 2001, l'affaire Clickstream, il y a un scandale par an concernant la fraude fiscale et le trafic fiscal. La vérité, c'est que tout cela est installé dans le code génétique de l'Union européenne qui favorise le trafic fiscal. L'article 163 interdit l'harmonisation fiscale, donc cela revient à encourager le moins-disant. L'article 63 facilite toutes les transactions et interdit qu'on y mette une limite entre pays. Voilà la raison pour laquelle, parce que ce système est légal, vous avez réussi à élire comme président de la Commission la personne qui était responsable d'un de ces scandales. Et au bout de 2 réunions de la session de la Commission parlementaire, vous n'avez toujours rien trouvé. Mais le 26 avril prochain, les 2 lanceurs d'alerte qui ont révélé ce scandale, eux, vont être jugés. Ils risquent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Dans ces conditions, avec le Panama Papers recommence la même histoire. La Société Générale, banque française, était sous contrôle de la BCE pendant qu'elle ouvrait des sociétés offshore. Son président a menti sous serment devant des parlementaires français. Mais qui est poursuivi? C'est moi, pour diffamation. Vous n'avez qu'une chose à faire ici, puisque vos dispositifs ne servent à rien, c'est protéger les lanceurs d'alerte, parce que eux payent cher leur courage pour nous tous. Comment pouvez-vous ne pas dire un mot sur Alstom et Caterpillar, qui sont 2 entreprises de pointe dans leur domaine technique, sans faire la part qui revient à la cupidité des actionnaires? Alstom a distribué 6 milliards d'euros à ses actionnaires au cours des 10 dernières années, Caterpillar 1 milliard 700 millions. Les USA les dénoncent comme des gens qui trichent et qui expatrient leurs bénéfices. Pourtant, vous avez refusé de condamner les transferts de bénéfices qui permettent aux entreprises de se déclarer en déficit alors qu'elles ne le sont pas. Vous demandez une stratégie à l'Europe dans ce domaine, mais vous faites référence à la stratégie Euro 2020 qui est à la racine de ce genre de catastrophe. Mais en même temps, vous refusez de donner prioritairement aux travailleurs qui le voudraient la possibilité de devenir propriétaires de leur entreprise en faisant des coopératives. Et vous refusez de leur transférer les fonds de la mondialisation que vous utilisez pour indemniser les licenciements, mais que vous ne voulez pas donner aux salariés quand ils prennent la direction de leur entreprise. Il prétend reconnaître la liberté des peuples à condition que celle de l'argent soit protégée. C'est la doctrine de l'ordolibéralisme. Alors je préfère vous dire que quand bien même mettrez-vous sans cesse en avant la nécessité d'une Europe de la guerre, rebaptisée Europe de la défense pour réunir les peuples européens, vous n'arriverez à rien aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation sociale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation fiscale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'indépendance à l'égard de l'OTAN. Vous ne laissez qu'une perspective aux peuples qui, eux, veulent la paix, le progrès social et l'indépendance. Vous ne leur laissez qu'une seule perspective, qu'ils viennent à se dire cette Europe-là, ou bien on la change, ou bien on la quitte. Voici une des bonnes raisons de voter Jean-Luc Mélenchon. Vous avez le détail de ces raisons dans un ouvrage de Jacques Généreux paru hier au Lien qui libère. Les bonnes raisons de voter Mélenchon. Donc Jacques, tu vas nous expliquer tranquillement tranquillement les éléments, les justifications, tout ce qui nous permet de comprendre vraiment les tenants et aboutissants économiques de cette stratégie européenne. Alors pour bien comprendre ce que nous voulons faire, il faut déjà bien comprendre pourquoi la situation actuelle est économiquement intenable. C'est-à-dire pourquoi on n'a pas d'autre choix que de sortir de cette situation présente. Quand on installe, comme on l'a fait à travers le traité de Maastricht, et puis depuis 1999 pour les relations entre banques et depuis 2002 pour les opérations monétaires de détail, quand on installe une monnaie commune, unique, plus que commune d'ailleurs, une monnaie unique
entre un ensemble de pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays renoncent d'abord à avoir une politique monétaire nationale indépendante, c'est-à-dire à une politique de crédit spécifique pour choisir leur taux d'intérêt, quel type de crédit ils entendent privilégier, quel niveau, quel rythme d'expansion du crédit ils pensent avoir besoin pour adapter à l'état de leur économie. Ils renoncent à cela. Ils renoncent à la possibilité d'ajuster la valeur de leur monnaie par rapport à celle de leurs concurrents étrangers, c'est ce qu'on appelle le taux de change, lorsque par exemple ils ont des écarts ou des retards de compétitivité, des problèmes de commerce extérieur. Bon, donc ils renoncent à deux instruments très importants, qui est la variation du taux de change et la variation du taux d'intérêt. Donc d'une certaine mesure, ils acceptent d'avoir une politique unique, une bonne partie de leur politique économique qui va être la même pour tous les pays, et ils se privent d'un moyen de corriger un éventuel déséquilibre, désavantage ou retard, divergence qu'il pourrait y avoir entre leur développement. Bon. Alors, pour que ça marche, les économistes le savent depuis longtemps, il y a des unions monétaires. Les États-Unis, c'est une union monétaire, c'est un ensemble d'États fédérés avec une même monnaie. Pour que ce soit possible, pour que des États acceptent sans dommage grave d'avoir une politique économique qui va être assez semblable, il faut que deux types de conditions soient réunies. Soit on a affaire à des pays qui ont à peu près tout le temps les mêmes problèmes et en même temps, parce qu'ils sont de structures comparables depuis très très longtemps, que leurs cycles économiques sont parfaitement conjoints. Bon, évidemment, si les problèmes sont les mêmes partout au même moment, une seule politique pour toute la zone, ça peut très bien marcher. Bon. Sauf évidemment que c'est assez rare quand on prend des pays aussi divers de par leur structure, de par leur histoire, de par leurs systèmes sociaux, etc., que des pays européens. Alors, et si on n'a pas ça, si on n'a pas cette configuration magnifique, alors il faut qu'il y ait d'autres moyens compensateurs qui permettent de corriger ces éventuelles divergences. Alors quels sont ces moyens? Le premier moyen qui peut fonctionner dans un pays comme les États-Unis, c'est la mobilité du travail. Comme ça fonctionne dans un pays, c'est-à-dire que si y a le développement économique est moins dynamique dans le centre de la France, les gens peuvent aller en Aquitaine, dans le sud, remonter vers l'agglomération parisienne où il y a davantage de travail. Bon, très bien, parce que on parle la même langue, on a la même culture, on a de la famille un peu partout. Enfin bref, on est chez nous, on est dans notre pays. Bon, évidemment, on comprend bien que les Finlandais, pour venir travailler et s'installer en France, c'est autre chose. Ils parlent pas la langue. Ils sont plus chez eux. Bon. Donc c'est une condition qui n'existe pas. Il faut aussi, pour que ce soit possible, que pour corriger des écarts de développement, etc., puisqu'on ne peut pas recourir à une politique monétaire spécifique ou à des changements de taux de change, il faut qu'il y ait des moyens d'ajustement budgétaire, c'est-à-dire des transferts importants, d'une solidarité financière importante. C'est-à-dire que si une région est en difficulté économique, il faudrait soit que cette région ait les moyens budgétaires et une politique budgétaire autonome, libre, qui lui permettent de réagir à la hauteur de ce qui est nécessaire pour défendre ses intérêts économiques, ou alors qu'au niveau européen, il y a un budget fédéral suffisamment important et conséquent pour que ce soit le niveau fédéral qui intervienne pour soutenir l'activité dans les régions les plus défavorisées, auquel cas ça pourrait fonctionner. C'est ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Vous avez à la fois des États qui ont leur propre politique budgétaire et vous avez une solidarité budgétaire entre États qui font que, en cas de déséquilibre, une bonne part du déséquilibre est compensée par des aides de l'État, le fait qu'il prélève moins d'impôts ou qu'il investit davantage, etc. Enfin, bref, par la politique budgétaire. Et quelques autres conditions. Et puis enfin, d'une manière qu'on comprend bien, mais qu'apparemment les technocrates de l'euro ne comprennent pas bien, pour qu'un ensemble de pays et de régions acceptent finalement de se contraindre les marges de manœuvre de leur politique nationale, même en échange d'un certain nombre de conditions qui rendent les choses possibles, il faut qu'il y ait un minimum de sentiment d'appartenance à une communauté politique commune, parce qu'il s'agit de dire qu'on s'en remet à une loi commune, supranationale. Ça suppose que progresse le sentiment d'une citoyenneté européenne, d'appartenir à quelque chose qui peut-être un jour ressembler à un peuple européen, parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de sentiment au moins d'un minimum de solidarité commune et d'appartenance, ça ne peut pas marcher autrement que sous la forme de la dictature.
Alors comment on a fait ? Eh bien, aucune des conditions idéales ne sont remplies. Il n'y a pas de peuple européen, c'est un beau projet, c'est une belle idée. Mais et on peut avoir ça comme idéal, qu'un jour les Européens se considèrent vraiment comme une communauté politique et qu'ils acceptent tous de s'en remettre à la loi de la majorité dans toute l'Europe pour décider de tout. Ce jour n'est pas encore là et n'est pas arrivé. Il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir une mobilité parfaite du travail d'un pays à un autre. Il n'y a pas de budget européen qui pourrait compenser les écarts puisqu'il est limité à 1%. Mais en plus de ça, on a ôté les marges de manœuvre budgétaires au niveau des États. Si bien par le pacte de stabilité, les contraintes sur la dette, sur le déficit. Si bien qu'à l'arrivée, vous avez quoi ? Vous avez un système dans lequel un État ne peut plus utiliser la politique du crédit, la politique monétaire. Les taux d'intérêt, c'est fini, c'est la Banque centrale. Il ne peut plus faire varier son taux de change si, par exemple, il y a un déficit commercial trop élevé. C'est fini. Bon. Il ne peut pas avoir une régulation financière, par exemple, pour se protéger contre la spéculation particulière. Non, parce que ça, c'est du niveau européen et qu'on est dans un régime de libre circulation généralisée des instruments financiers. Bon, donc, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qui lui reste ? En théorie, il a le budget, mais même sur le budget, maintenant, il est contraint, il ne doit pas dépasser tel niveau de déficit, tel niveau de dette publique, si bien que s'il est confronté à un grave mouvement conjoncturel, une crise, qui a été le cas ces dernières années, il ne peut plus non plus agir, s'il respecte les traités, il ne peut plus agir à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Alors il reste quoi aux États pour défendre leur économie, corriger un problème, un écart de compétitivité ? Il ne reste que ce qui est très cher aux ultralibéraux, la politique de l'offre, c'est-à-dire puisqu'on ne peut pas soutenir son activité par le taux de change, par les taux d'intérêt, par la politique budgétaire, il ne reste que la baisse des coûts du travail, la baisse des charges fiscales et sociales, c'est-à-dire la concurrence fiscale et sociale. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé en Europe dans une spirale dépressionniste structurellement déjà avant la crise, où tout le monde essaie, pour être plus compétitif finalement, de rogner sur ses dépenses publiques, sur ses charges fiscales, sociales, etc. Et tout le monde s'appauvrit. Avec un effet pervers fondamental que tout le monde comprend bien, c'est que si tout le monde fait ça, eh bien à l'arrivée, personne n'est vraiment plus compétitif, d'accord ? Tout le monde est simplement plus pauvre. Et donc la crise est venue là-dessus, en rajouter une couche, parce qu'on a eu du coup un choc récessif élevé, et c'est tombé sur une Europe qui avait des États qui de toute façon étaient totalement désarmés. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser le budget à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire. Donc les déficits publics, eux, explosaient à cause de la crise et de la récession. Et on a appliqué une politique d'austérité imbécile. Pourquoi fondamentalement ? Non pas parce qu'on a affaire à des dirigeants européens crétins au point de ne pas comprendre que des politiques d'austérité dans une économie en récession ou en stagnation, ça risque d'aggraver fortement les déficits, mais c'est simplement parce qu'eux-mêmes sont dans un piège, le piège systémique du système tel qu'il a été conçu. Parce que sinon, si vous dites « Ah ben oui, vous pouvez faire une autre politique », c'est-à-dire une autre politique que celle des traités. Alors là, c'est une révolution, c'est un bouleversement. C'est pour ça qu'on a eu un traitement aussi terrible et aussi cruel avec la Grèce, parce que laisser entendre qu'en effet, le bon sens économique commandait de restructurer la dette grecque, de ne pas pratiquer des politiques d'austérité, c'était envoyer le message que tout le système sur lequel a été construit cette Union européenne et cette Union monétaire européenne était complètement fou économiquement et donc il fallait en changer. Or, en réalité, il a été construit sur ce modèle-là pour des raisons idéologiques très très fortes, qui est que précisément ceux qui l'ont conçu et qui l'ont voulu absolument, et savaient très bien que ça aurait ces effets-là, mais ils savaient que c'était aussi le moyen de forcer les États à réduire considérablement le périmètre de l'État, le périmètre des assurances sociales collectives, pour obliger à rendre au marché, à rendre au secteur privé, assurances sociales, services publics, services collectifs, etc. C'est un projet économique et politique de ce type qui justifie cela. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est dans une impasse, parce que même les libéraux, les ultralibéraux plutôt, qui ont voulu ça, sont eux-mêmes piégés. Parce qu'ils découvrent à travers la crise qu'il y a quand même un principe de réalité qui intervient, c'est que le système ne fonctionne pas. Il y a un moment où ils sont coincés, parce que ces politiques qui enfoncent
durablement l'Europe finalement dans la stagnation économique, fait que le problème des finances publiques n'est absolument pas réglable. Donc ils sont dans une impasse totale et ils ne savent pas comment en sortir, parce qu'il y aurait une bonne solution, c'est celle que nous proposons. On va l'expliquer et en discuter, mais ça ils n'en veulent pas, parce qu'idéologiquement ils sont totalement opposés, donc ils restent figés dans l'impasse. Bon. Alors, avec pour résultat évidemment que de toute façon politiquement, si on maintient, et il est possible que ça dure encore comme ça quelques années, si on maintient le statu quo, qu'est-ce qui va se passer? Si on maintient le statu quo, d'abord, on aura une prochaine crise financière un jour ou l'autre, si c'est peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, parce qu'on n'a rien fait pour lutter contre la spéculation financière, que les États maintenant sont exsangues en matière de capacité d'intervention, que plus jamais les Allemands ne toléreront d'aller remettre un centime dans un quelconque mécanisme européen de stabilité financière, etc. C'est-à-dire qu'à la prochaine vague de faillite bancaire qui nous pend au bout du nez parce qu'on n'a rien réglé de l'insolvabilité des banques en Europe, il n'y aura plus de solidarité européenne. Et donc ça risque d'éclater vraiment. Donc il va y avoir une grande catastrophe financière est possible qui foutra le système en l'air. Si ça se passe pas comme ça va se passer par le choc politique de la montée des nationalismes, parce que de plus en plus, il y a des tas d'endroits où, dans les États européens, les gens en ont marre, effectivement, d'une Europe qui est bonne qu'à nous interdire de faire des choses utiles pour le pays et nous imposer des choses absurdes. Donc, de toute façon, la question n'est plus de savoir si on va sortir de cette folie ou pas, mais seulement comment on va en sortir. Alors, il y a une sortie qui est prévue et qui est en cours, et qui est celle qui est travaillée dans un nouveau traité en cours de discussion secrètement au niveau européen. Il y a une sortie qui est prévue, dont le TSCG nous a donné un avant-goût. Ceux qui sont pour le maintien de l'Union en raison de leur projet que je vous ai expliqué, évidemment, ils ne veulent pas la dissolution de l'Union et de l'euro, parce que la dissolution de l'euro, ça veut dire, notamment pour l'Allemagne, un certain nombre de pays, le fait qu'ils perdent leur avantage compétitif par rapport à tous les Européens du Sud. Donc, ils n'ont absolument aucun intérêt à la dislocation de la chose. Mais ils sont bien conscients que la question budgétaire et la question donc du financement des dettes publiques, etc., est cruciale, et que puisque la preuve a été faite qu'on ne peut pas, puisqu'on a laissé ça, malheureusement, entre guillemets, dans la souveraineté nationale des États, on ne peut pas empêcher les États, en fait, d'avoir des déficits publics excessifs et des dettes publiques qui enflent, etc. Et donc, ils en sont arrivés à la solution, puisqu'ils comprennent enfin que c'est difficile d'imposer l'austérité dans des États où il y a encore des gens qui votent et qui ont le pouvoir de décider des politiques budgétaires qui sont décidées par leur gouvernement, parce que c'est encore de la souveraineté de leur gouvernement. Ils ont compris que la solution, selon eux, la solution, c'est de retirer purement et simplement cette souveraineté budgétaire aux États. Comme ça, les États n'auront plus à essayer de défendre devant des électeurs des politiques budgétaires, puisque leurs électeurs sauront que de toute façon, les États n'ont plus aucune espèce de pouvoir. Et donc, leur voie de sortir, c'est effectivement la solidarité budgétaire, mais une solidarité budgétaire de type dictatorial. Vous avez un État fédéral qui impose ses strictes règles de gestion budgétaire et qui tient les cordons de la bourse. Et donc c'est ça leur projet. C'est-à-dire qu'effectivement, un système comme ça qui n'est pas tenable démocratiquement ne peut tenir que sous une forme dictatoriale. Donc de toute façon, nous allons en sortir. Donc, soit on va sortir comme ça, c'est-à-dire que le statu quo mène vers ça, c'est-à-dire ils vont nous préparer un nouveau traité qui renforcera encore plus les contraintes budgétaires, qui enlèvera encore plus de marge de manœuvre aux États, et le résultat c'est que momentanément ça passera parce qu'on va avoir des gouvernements sociodémocrates bénis oui qui diront le moment est pas venu, nous n'avons pas le rapport de force, et pour cause, tant que c'est eux qui sont là pour obtenir autre chose, donc ça passera. On fera pas ratifier par les peuples, évidemment on fera ratifier par des majorités de députés godillots qui se fichent pas mal de l'intérêt de l'humanité et de leur peuple, et ça peut durer encore un certain temps, sauf que évidemment l'histoire est là pour nous le dire. Si quand vous étranglez des peuples de plus en plus et vous retirez le pouvoir aux gens, ça ne marche pas. Voilà, ça il faut connaître un tout petit peu l'histoire. Ça peut marcher
5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. À l'arrivée, c'est quoi? À l'arrivée, il y a des têtes coupées. C'est-à-dire que c'est la révolution. Ça n'est pas supportable. Et donc, ça nous prépare un avenir de rejet violent contre cette Union européenne et d'explosion violente de cette Union.